Khaldun n'a jamais été oublié, contrairement à ce qu'on a pu dire autrefois. Il a été transmis de son temps, il a été connu de son temps, mais il a été aussi connu d'auteurs des 14e, 15e, 16e, 17e, 18e siècle. Pas de doute là-dessus. Ils ont montré aussi que certains manuscrits avaient des notes dans la marge, des notes manuscrites, qui indiquaient que le volume avait appartenu à des propriétaires successifs de génération en génération. Un objet que l'on se transmettait comme une sorte de pièce du patrimoine d'une élite lettrée. Des recherches plus récentes, conduites notamment en Tunisie, montrent que la copie de manuscrits d'Ibn Khaldun a continué très tard, et en particulier au XIXe siècle, et je vais revenir là-dessus dans un instant. Du côté européen, ce que j'ai observé, je participais à ce débat justement sur la circulation de... oui, j'ai oublié de dire aussi que la pensée d'Ibn Khaldun a alimenté la pensée de penseurs politiques qui ont été identifiés notamment pour la première fois, je veux dire de manière très claire, par Franz Rosenthal, érudit d'origine allemande qui était à l'université de Yale et qui a publié 2 volumes de traduction qui restent des classiques, qui sont tout à fait remarquables. Et alors il avait montré comment la pensée politique ottomane s'était nourrie d'Ibn Khaldun au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Voilà déjà pour le versant sud de la Méditerranée. Ces recherches ont montré aussi que ces manuscrits se trouvaient aussi bien au Maroc qu'en Algérie, en Tunisie, en Libye, à Bagdad, au centre de l'Empire ottoman. Donc il n'y a pas de doute sur l'ample circulation. Du côté, sur la rive nord de la Méditerranée, ce que j'ai observé de mon côté, c'est que jusqu'au XVIIIe siècle, on n'a pas la moindre notion de son existence. D'Herbelot, qui a écrit un dictionnaire biographique et historique de l'islam, il est le premier en France à employer le mot « eslam » pour islam, qui n'apparaît jamais dans les dictionnaires avant la fin du XVIIIe siècle. Et il s'appuie sur un dictionnaire publié à Istanbul, qui est le dictionnaire de Khatib Chelebi. Je ne m'attarde pas là-dessus, mais d'Herbelot, donc on est dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, c'est un grand érudit, et pour Ibn Khaldun, il a 2 graphies différentes, à 2 endroits différents de son dictionnaire, il ne comprend même pas que c'est le même personnage, et il n'identifie pas l'œuvre. Et une mention se trouve même dans un supplément qui n'est pas de sa main. Donc il n'est pas connu. Il commence à être connu au début du XIXe siècle. Et les dates vraiment importantes, c'est Sylvestre de Sacy, qui publie 2 textes d'Ibn Khaldun en 1810 et après, dans sa grammaire, mais aussi dans un choix de textes, et qui les traduit, qui introduit Ibn Khaldun, biographie d'Ibn Khaldun, dans un texte qui dépasse le cercle un dictionnaire qui dépasse le cercle des orientalistes, et puis un certain nombre d'érudits, d'orientalistes de la première heure, qui écrivent des articles dans le journal asiatique, premier journal de l'orientalisme, qui prend son nom à ce moment-là. Vers les années 1810-1820, on commence à employer le mot orientaliste, puis orientalisme. Et c'est dans ce cadre que je vois, à l'occasion d'une recherche qui portait sur quelque chose de tout à fait différent, qui a donné lieu au livre Mardoché Nadia, un juif tunisien qui se trouvait en Europe pendant la Révolution française et l'Empire, enfin un personnage assez étonnant. Pendant que je fais ces recherches à Paris et à Leiden et à Tunis, je découvre qu'il y a une effervescence absolument incroyable autour d'Ibn Khaldun, où vous avez des gens de Hollande, d'Italie, de France, d'Allemagne, qui essayent d'obtenir des manuscrits originaux ou anciens d'Ibn Khaldun, et vous avez un combat entre commanditaires, rabatteurs,
personnel diplomatique dans les différents postes à Bagdad, à Tanger, à Tunis, à Tripoli, collectionneurs, copistes, les uns européens, les autres indigènes, comme on a dit ensuite, donc du bord sud de la Méditerranée, toute une effervescence autour des copies d'Ibn Khaldun. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que justement, cette effervescence est contemporaine, aussi bien au sud qu'au nord de la Méditerranée. Alors, qui ça intéresse? Qui ça intéresse? Dans les médersa, on n'enseigne pas Ibn Khaldun. On enseigne la théologie, le droit, le fiqh, le fiqh, la jurisprudence, etc. Pas l'histoire et pas Ibn Khaldun. Il ne fait pas partie des cursus. Il est dans les dictionnaires biographiques. Preuve supplémentaire qu'il est connu. Mais il ne figure pas dans les programmes d'enseignement. Il est très probable que les gens qui lisent cette œuvre appartiennent à ce que j'appellerais la marzénocratie. Oui, le marzen. Le marzen, c'est un mot qui est plutôt marocain, mais qu'on peut appliquer à l'ensemble, c'est-à-dire l'élite politique, les gens qui sont proches des cercles du pouvoir, et qui lisent ça en partie comme une sorte de miroir des princes, en partie comme une histoire des dynasties, une théorie de l'État, et de l'ascension et du déclin des États. Et parmi les auteurs que j'ai fréquentés du côté nord de la Méditerranée, et parmi les articles du journal asiatique, je vois donc 1825, un article qui dit « c'est un philosophe du XIVe siècle ». Puis quelqu'un qui dit « c'est le Montesquieu des Arabes », comme on le sait déjà, ou comme on l'a déjà dit. Et là, ça me met la puce à l'oreille. Mais qui l'a déjà dit? Qui est-ce qui l'a? Pourquoi c'est passé proverbe? Car à partir de ce moment-là, d'auteur en auteur, on reprend cette idée que Ibn Khaldun est le Montesquieu des Arabes. Alors je remonte là à la source, et je trouve Schultz d'abord, un orientaliste oublié qui est mort jeune, assassiné à l'est de la Turquie actuelle, mais qui a séjourné en France et qui a publié un article dans le journal asiatique auquel on a accès grâce à la technologie moderne, et il donne en arabe et en traduction des extraits de la Moukhaddamah. Et il termine son article en disant ce que je viens de vous dire sur la célébrité d'Ibn Khaldun, équivalent de Montesquieu. En amont, c'est finalement von Hammer qui est le premier à avoir proposé cette équivalence. Mais je n'ai pas réussi à savoir dans quelle œuvre il avait fait, parce que dans les citations de Aziz El-Razmeh ou des citations plus récentes d'une chercheuse italienne ou d'Anne-Marie von Schimmel, on donne la référence à von Hammer et on donne des œuvres différentes pour la citation. Est-ce qu'il a répété cette citation dans toutes ses œuvres ou mes collègues savants érudits se sont-ils trompés sur l'attribution? Je n'ai pas pu le vérifier. Mais je continue mon parcours. Kartawi, bon, avant lui, Mehmet Ali, le calife d'Égypte, compare Ibn Khaldun à Machiavel. Première indication. Puis Kartawi fait traduire Montesquieu. Mais il ne fait pas traduire l'esprit des lois. J'aurais voulu qu'il fasse traduire l'esprit des lois. Vous imaginez si au début du XIXe siècle, on avait inculqué à la pensée politique du monde arabe l'idée de séparation des pouvoirs, l'idée qu'il y a différents types d'autorité, du despotisme à la démocratie. Si ces idées avaient fait leur chemin, je ne sais pas, il y aurait peut-être une histoire différente. Mais il fait traduire Grandeur et décadence des Romains. Et là, l'équivalence, Montesquieu, Ibn Khaldun, est de nouveau exprimée, et la boucle est bouclée. J'ai fini. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup.
beaucoup à vous tous d'abord d'être venus malgré le temps magnifique que Paris nous réserve cet après-midi de samedi, qui plus est. Merci à monsieur le directeur de la Maison de Tunisie de nous inviter à cette séance sur, il est vrai, une des gloires nationales de la Tunisie. Merci à Lucette, évidemment, dont je fus l'adjoint à l'Institut d'études de l'Islam, lors de la création de l'Institut d'études de l'Islam à l'École des hautes études. Co-directeur. Co-directeur, pardon. Co-directeur, oui, oui. Vous parlez comme ça. Non, ouais. Absolument. Mais vous voyez, le tournant à droite est pris définitivement. On a rétabli les hiérarchies en France. Et donc, vous étiez directrice et moi simplement co-directeur. Mais avec laquelle j'ai engagé en effet une conversation il y a quelque chose comme 18 ans maintenant, qui ne s'est jamais interrompue et que je retrouve toujours avec le même plaisir. Voilà, bien sûr, je mesure tout l'honneur qui m'a été fait à Tunis en décembre dernier et qui m'est fait aujourd'hui de parler d'Ibn Khaldoun sur sa terre, puisque nous sommes ici en Tunisie, c'est la maison de Tunisie. Dans une langue qui n'est certes pas la sienne, mais vous avez vu qu'Ibn Khaldoun n'a pris son plein essor qu'une fois traduit, d'abord traduit en turc, en effet, en turc ottoman au XVIIe siècle, et puis traduit dans les langues européennes, et d'abord en français. Il faut dire tout de même que, bien que Amer Kökstal, comme vous l'a dit Lucette, ait joué un rôle décisif dans la qualification, la découverte et la qualification, oui c'est vrai, tu vois, la découverte et la qualification d'Ibn Khaldoun, Ibn Khaldoun est en grande partie une passion française. C'est en français que la Qadima a d'abord été traduite, la première langue européenne, j'entends, dans laquelle la Qadima a été traduite, c'est le français. Et à ma connaissance, c'est seulement en français qu'ont été traduits de larges extraits de ce dont la Muqaddima n'est que le premier tome, c'est-à-dire l'histoire, l'histoire universelle d'Ibn Khaldoun, les tomes 6 et 7, les derniers du Kitab, ont été traduits seulement en français à la suite de la conquête de l'Algérie par le baron de Slam, c'est-à-dire par celui qui était alors l'interprète général de l'armée française en Algérie. On lui a donné un congé de plusieurs années pour traduire ce livre, cette fin du Kitab, la fin de l'histoire universelle d'Ibn Khaldoun, pour essayer de comprendre, parce qu'on pensait que ça permettrait aux officiers français de comprendre quelque chose à l'extraordinaire complexité du monde des tribus nord-africaines. En fait, l'utilité pratique de l'histoire des Berbères, comme on l'a traduit, comme de Slam l'a traduit, a été très limitée, bien sûr, parce qu'entre le XIVe et le XIXe siècle, les tribus avaient largement changé, comme l'a expliqué un peu plus tard Jacques Berck sur la constitution et l'existence des tribus dans ce Maghreb central, très tribal, que nous avons fini par appeler l'Algérie. Mais voilà, c'est d'abord la France, qui a joué un rôle, même si d'autres pays, on parlait de Rosenthal, qui est d'origine allemande et qui a écrit en anglais, qui a fait cette traduction en anglais d'Ibn Khaldoun, qui fait aujourd'hui en effet un peu autorité, avec celle de Sven Chiteli, qui est marocain, et qui a traduit Ibn Khaldoun en français, enfin Muqaddima, qui a retraduit Muqaddima en français il n'y a pas très longtemps. Mais voilà, c'est une passion française, une donnée maghrébine, fondamentalement, Ibn Khaldoun, mais pour cette raison même, une grande partie de la corporation des historiens de l'islam, en particulier les Allemands et les Anglo-Saxons, les Britanniques et les Américains, réduirait volontiers Ibn Khaldoun au rôle de penseur du Maghreb, en quelque sorte. Qui n'aurait pas grand-chose à dire ni du reste de l'islam, ni du reste du monde, ni bien sûr de nos temps contemporains, parce que tout de même c'est un homme du XIVe siècle, donc très ancien. Or, ma conviction, à moi, que je me suis efforcé d'étayer pendant plus d'une dizaine d'années en étudiant Ibn Khaldoun, c'est au contraire que la théorie d'Ibn Khaldoun rend compte de l'une des grandes
version de l'histoire, tout simplement. Hein. C'est une théorie au sens plein et large du terme, comme celle de Marx, comme celle de Freud, si vous préférez. Hein. Et donc, c'est un des grands possibles de l'explication de l'histoire humaine, tout simplement. Et si c'est le cas, si son raisonnement, une fois rempli certaines conditions de possibilité, exactement comme dans les problèmes de mathématiques, hein, bien sûr, si son raisonnement s'applique non seulement au Maghreb, non seulement à l'islam médiéval, non seulement à la Chine impériale, comme j'ai essayé de le montrer dans un livre assez récent qui s'appelle Brève histoire des empires, on peut penser qu'il s'applique aussi à notre monde contemporain. À nous, à notre société française, américaine, bon, voilà. Hein, et pas seulement à la société du Maghreb du Moyen-Âge. Alors voilà, c'est ce que je vais essayer de montrer rapidement, en commençant par expliquer la théorie dont vous avez peut-être l'impression que vous la connaissez, mais je crois qu'il faut l'exprimer dans d'autres termes que les termes traditionnels sous lesquels on la connaît, qui ont été exprimés dès le XIXe siècle. Hein. Et ce sont ces termes-là que j'ai essayé de mettre au point moi-même, hein, que j'ai essayé d'élaborer moi-même, que je vais vous dire maintenant. Voilà, alors, comment présenter la pensée d'Ibn Khaldoun? Eh bien, le premier point, et c'est le plus important finalement, c'est qu'on peut résumer à mes yeux l'enjeu de cette pensée en une seule question, c'est-à-dire comment créer de la richesse. Comment créer de la richesse dans une société qui n'en crée pas spontanément, hein, c'est-à-dire la société médiévale. Hein, Ibn Khaldoun vit dans une société qui ne crée pas spontanément de richesse, ou du moins dont on ne perçoit pas le progrès à vue humaine. Donc vous voyez, la pensée d'Ibn Khaldoun est d'abord une pensée économique, à mon sens. Hein, et c'est ce qui en fait tout le prix. Rappelons que, pour ce qui concerne l'économie des temps anciens, que pendant ce qu'on appelle la révolution néolithique, c'est-à-dire l'acquisition par l'humanité avant les millénaires à proprement parler historiques, l'acquisition de l'agriculture, de l'élevage, de la céramique, du tissage, de la métallurgie, donc des choses tout à fait fondamentales et importantes, hein, le temps de doublement de la population mondiale, estime-t-on, a été de l'ordre de 1500 à 2000 ans. Il fallait entre 1500 et 2000 ans pour que la population mondiale double. C'est-à-dire que c'était totalement imperceptible. Je n'ai pas besoin de vous dire, parce que, évidemment, vous ne mesurez pas hein, des distances aussi longues. Ce ne sont pas des distances vécues, ce sont des distances reconstituées par l'histoire, ou plutôt par la préhistoire. Et on peut supposer que la croissance de la richesse suivait à peu près le même rythme hein, jusqu'au XIXe siècle. La croissance de la richesse et la croissance de la population vont à peu près de pair. Ce sont à peu près les mêmes rythmes. Et un rythme qui s'accélère à peine dans les premiers millénaires de l'histoire. La population mondiale a probablement doublé en 1000 ans, entre l'an 1000 avant Jésus-Christ et l'ère chrétienne, le temps de Carthage, le temps des Grecs, le temps de Rome, le temps de l'émergence de l'Empire chinois, mais ensuite elle stagne complètement pendant le premier millénaire suivant, hein, c'est-à-dire le premier millénaire de notre ère, hein, entre l'ère chrétienne et l'an 1000, à cause de l'apparition des grandes pandémies, hein, c'est-à-dire des grandes épidémies, qui sont la rançon de la gloire. C'est parce que la population a augmenté, que la continuité du peuplement humain est désormais établie sur toute la Terre, que les épidémies balayent toute la Terre, forcément. Et donc, pendant tout le premier millénaire, deux grandes épidémies, fondamentalement, la variole et la peste, la première apparition de la peste, suffisent à bloquer, briser toute croissance de la population et donc probablement toute croissance de la richesse mondiale. Voilà, il faut encore, à des époques plus récentes, par exemple entre l'an 1300 et l'an 1800, il faut 500 ans hein, pour que la population double entre l'an 1300 et l'an 1800, alors que je vous rappelle qu'au XXe siècle, il a suffi de 40 ans, entre l'an 1960 et l'an 2000, hein, pour que la population mondiale double et la richesse mondiale bien plus. Donc voilà, Ibn Khaldoun vit dans un monde où la stagnation est de règle.
Et c'est peut-être même ce qui peut arriver de mieux. Parce que ce qui n'est pas stagnation, quand vous n'êtes pas en situation de stagnation, vous êtes en situation de régression violente. C'est d'ailleurs ce qui lui est arrivé. Car il a vécu à une époque, en une génération, qui est celle du retour de la peste en Méditerranée. Il naît en 1300, j'utilise les termes de notre ère commune, maintenant en 1332, et la peste arrive à Tunis en 1348, il a 16 ans. Et il ne le quitte pas de toute sa vie. Il meurt en 1406 au Caire, dans une des pires décennies de réplique de l'épidémie de peste. Je vous rappelle que dans l'ensemble, en un siècle, entre 1350 et 1450, la peste a tué, ou a fait diminuer la population du monde méditerranéen, musulmans comme chrétiens, de 20 à 30%. Un peu moins d'un tiers, plutôt un quart. Mais c'est colossal, avec des points, si j'ose dire, de perte plus importants dans des régions justement bien peuplées, les régions les plus peuplées, comme la Tunisie, comme l'Égypte, comme l'Italie, etc. Voilà, donc, au mieux, donc, la population et la richesse stagnent. Donc, d'où peut naître la richesse? C'est ça la question d'Ibn Khaldoun. D'où peut naître la richesse? Eh bien, puisqu'elle ne jaillit pas spontanément, il faut la mobiliser artificiellement. Voilà la réponse d'Ibn Khaldoun. Et il faut la mobiliser artificiellement et par la coercition, par la contrainte. Il faut le dire très clairement et d'emblée. C'est là qu'est le problème de la théorie de Khaldoun. Le tribut, l'impôt, qu'imposent les conquérants aux conquis, ou bien l'impôt qu'exige le pouvoir de ses sujets, dans l'ordinaire des choses, sont les conditions premières de la prospérité. Pour donner de la prospérité aux gens, il faut d'abord les dévaliser par le biais de l'impôt. Pourquoi? Parce que l'impôt permet cette concentration de la richesse, cette concentration des hommes qu'on appelle la ville. Donc la ville est toujours une capitale, elle est créée par une décision politique qui est la levée de l'impôt. La ville, pour Ibn Khaldoun, est donc toujours une capitale. Jamais une ville, jamais New York, Sao Paulo, Milan, c'est-à-dire toutes ces villes qui se sont créées à l'époque industrielle et qui ne sont pas des capitales, qui n'ont jamais été des capitales d'État. Pour lui, la ville est toujours une capitale, et dans cette capitale, l'accumulation de demandes, l'accumulation de compétences ouvre la voie à l'essentiel de la prospérité, c'est-à-dire la division du travail, la multiplication des métiers, la diversification des métiers, et par là, ce que nous appellerions, nous, bien sûr, il n'y a pas le mot, mais ce que nous appellerions, nous, des gains de productivité. Dire division des métiers ou ramification des métiers ou gain de productivité, c'est pareil. Pour le dire en termes simples, dans les campagnes, tout le monde fait ses propres outils en bois, tout le monde travaille le bois. Dans les petites villes, vous commencez à avoir des menuisiers. Dans les grandes villes, vous avez des charpentiers capables de construire les charpentes des grandes cathédrales de l'Île-de-France, par exemple, au XIIe ou au XIIIe siècle. Et dans les très grandes capitales, à Cordoue, probablement, à Bagdad, au IXe, Xe siècle, à Paris, au XVe siècle, vous avez ce qu'on appelle alors des imagiers, c'est-à-dire des gens qui travaillent l'ivoire, ou des ébénistes. Les ébénistes, à vrai dire, plutôt à Paris au XVIIIe siècle, seulement. Mais enfin, peu importe, c'est ça, des gens qui travaillent le bois, mais de façon de plus en plus raffinée, et dont les progrès techniques et les progrès de productivité bénéficient ensuite à tous, sont répandus ensuite dans toute la société, et donc finissent par profiter, y compris à ceux-là même qui ont été dévalisés par l'impôt. Donc l'impôt finit par vous servir, mais seulement si vous acceptez qu'il soit d'abord prélevé et qu'il soit d'abord utilisé au profit des élites. Voilà. Ces gains de productivité, donc, permettent au total une sorte de spirale ascendante de la prospérité qui profite à tous. Mais c'est une spirale qui est née de l'impôt, bien entendu, donc de l'existence de l'État, et d'un État dont
ah oui, c'est important à signaler, dont la richesse et l'accumulation de richesse sont les buts fondamentaux. Donc, bien entendu, chez Ibn Khaldoun, ça va de soi, mais ça va encore mieux en le disant parce que pour nous, ça n'est pas évident. Le but de l'État, c'est la collecte de l'impôt et la collecte pacifique de l'impôt. Ce n'est pas la guerre. En aucun cas. Hein, en aucun cas la guerre. Hein. Toutes les manifestations de la guerre, toutes les manifestations de la force, en effet, coûtent cher. Hein. Et donc, elles entravent ou elles perturbent le prélèvement fiscal. Or, l'État est là pour prélever l'impôt et pour faire en sorte qu'ensuite, dans la ville, c'est-à-dire dans la capitale, comme je vous le disais, les métiers se diversifient. L'État khaldounien, que je préfère appeler empire pour éviter la confusion avec les États modernes, est donc pacifique par définition. Il n'a pas besoin de le dire parce que l'expérience de ses contemporains le lui dit assez, mais pour nous, ça n'est pas évident et donc il vaut mieux le dire. Plus généralement que pacifique, il est même pacifiant, c'est-à-dire qu'il désarme ces sujets par nécessité, parce que des peuples armés, et surtout des peuples solidaires, hein, plus encore que les armes, c'est la solidarité qui est gênante, des peuples armés et surtout solidaires se refuseraient à payer l'impôt. Et donc enrayerait totalement le mécanisme de la spirale du progrès, hein, de la spirale de la prospérité. Parce que l'impôt, nous dit Ibn Khaldoun, est une exaction humiliante. C'est humiliant de payer l'impôt. Et donc, les gens ne le feraient pas s'ils n'y étaient pas forcés, c'est-à-dire s'ils n'étaient pas désarmés et désolidarisés. C'est tout à fait essentiel. Si vous ne transformez pas vos sujets en moutons, ils ne paieront jamais, et vous ne pourrez jamais les tondre. Et si vous ne les tondez pas, il n'y aura jamais de vie, et encore moins de prospérité. Voilà, c'est ça le deal, comme on dirait de nos jours en bon français, hein, qu'Ibn Khaldoun propose aux populations. Hein. Voilà, donc, privé ou exempté de violence, selon le point de vue que vous choisissez, le résultat est le même, les sujets de l'Empire sont exclusivement assignés à l'économie, aux fonctions de production économique ou intellectuelle, qu'ils assurent d'autant mieux qu'ils se spécialisent, bien entendu. Hein, c'est cette spécialisation, c'est cette ramification des métiers qui permet le progrès. Et donc, en les séparant de la violence, l'État opère, ou l'Empire si vous préférez, opère la première des divisions du travail. La division du travail entre l'immense majorité, qui sont assignés à la production, qui sont assignés aux fonctions de paix, aux fonctions pacifiques, et sur lesquelles l'État prélève l'impôt, et une toute petite minorité, qui sont en charge de la violence dans l'État, de la police, de l'armée, hein, des fonctions de force, des fonctions de violence, puisqu'elles sont nécessaires. Les premiers, c'est ceux qu'Ibn Khaldoun appelle les sédentaires, et donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec les paysans. Hein, c'est d'une manière générale tous ceux qui sont affectés aux fonctions de production, aux fonctions pacifiques. Et les autres sont ceux qu'il appelle les bédouins, ceux qui n'ont rien à voir avec les nomades. C'est tous ceux qui sont affectés aux fonctions dans l'État, hein, qui sont affectés aux fonctions de violence. Dans l'État et dans les tribus périphériques, où l'État prélève ceux qui sont en charge des fonctions de violence. Et en effet, cette division du travail, cette éradication de la violence des sujets, suppose que quelques-uns tout de même se voient assigner les fonctions de violence, parce qu'il en faut. Pourquoi faut-il des fonctions de violence? Pas beaucoup, il n'en faut pas beaucoup, mais enfin il en faut. D'abord parce que c'est pas que l'État ait des projets guerriers ou des projets de conquête, il n'en a aucune. L'État est pacifique, encore une fois. Il est pacifique et pacifiant. Mais il lui faut assurer que les sujets payent l'impôt. Et donc pour cela, et pour faire un exemple, de temps en temps, il faut en pendre quelques-uns. Bon, que voulez-vous, c'est ainsi, l'humanité est ainsi faite, qu'il faut de temps en temps piller, confisquer. On peut avoir aussi besoin de casser sa tirelire, c'est-à-dire avoir besoin de confisquer. Hein, parce que l'État a des besoins brutaux
que la levée tranquille de l'impôt ne suffit pas à satisfaire. Et donc, dans ce cas-là, on pille littéralement son propre pays. Hein. C'est arrivé, ça arrive dans tous les pouvoirs impériaux. Ça, c'est le premier point. Faire rentrer l'impôt, y compris. Donc, il faut de la violence pour ça. Un peu, pas beaucoup, mais il en faut un peu. Vous devez ménager votre troupeau, mais il faut tout de même qu'il continue de craindre. Et la deuxième raison, évidemment, beaucoup plus massive, c'est qu'il faut protéger ce troupeau, qu'on a désarmé contre les prédateurs extérieurs. Vous avez fait de la clairière de civilisation que vous dominez un troupeau de moutons, et tout autour vous avez des loups. Et donc il faut protéger ces moutons contre les loups. Comment faire? La métaphore est d'Ernest Gellner, hein, le grand sociologue tchéco-américain. Tchéco-anglais. Pardon. Mais il a fini aux États-Unis comme tout le monde. Non, il n'a même pas fini aux États-Unis. Il a fini dans un aéroport européen. Il a fini dans un aéroport européen. C'est une tristesse. Bon, donc, la métaphore est de lui, hein, pour transformer votre peuple en mouton. Il faut donc garder ce peuple. Et comment garder ce peuple? Il n'y a qu'une seule méthode, enfin, c'est celle qu'ont choisie aussi bien l'Empire islamique que l'Empire chinois, donc elle est quasi structurelle, cette méthode, c'est de transformer un certain nombre des loups qui guettent avec convoitise le troupeau en chiens-loups. C'est-à-dire que vous achetez de la violence, que vous mettez au service de la défense du troupeau, au lieu de la laisser aller à l'attaque du troupeau. Et donc, la part violente, bédouine, pour reprendre les termes d'Ibn Khaldoun, la part bédouine de l'Empire, peut être acquise par l'achat de tribus mercenaires, ou bien d'ailleurs par l'invasion, ça revient au même, hein, finalement. Hein. L'essentiel, c'est que le pouvoir va revenir inévitablement, hein, dans ce système, à ceux qui ont la charge des fonctions de violence, parce qu'ils ont les armes, tout simplement. Parce qu'ils sont des loups, même transformés en chiens, loups, et qui s'imposent tout naturellement au troupeau des moutons. Donc, l'une des caractéristiques fondamentales du système d'Ibn Khaldoun, c'est que le pouvoir ne peut appartenir dans l'Empire qu'aux Bédouins, c'est-à-dire que le pouvoir ne peut appartenir qu'à une élite violente qui est totalement étrangère à la population. Hein? Et le caractère, comme on dit noblement de nos jours, alloctone, c'est-à-dire étranger, hein, tout simplement, du pouvoir est inscrit dans la logique de l'Empire. C'est normal. Je prends toujours l'exemple de François Bernier, un médecin du XVIIe siècle, peut-être Lucette connaît, elle a croisé, médecin français, donc ami de Molière, il était condisciple de Molière au collège de Clermont, c'est-à-dire au lycée Louis-le-Grand aujourd'hui, et il était du groupe de Gassendi, c'est-à-dire ce qu'on appelait au XVIIe siècle les libertins, c'est-à-dire des libres penseurs en fait, hein, qui passe 15 ans en Inde. Et à son retour, il est médecin de l'empereur moghol, musulman, Aurangzeb, et à son retour en France, il décrit l'Inde telle qu'il l'a vécue, avec beaucoup d'intelligence, et il dit des Moghols, et les Moghols ce n'est pas la dynastie régnante, hein, c'est l'appareil d'État, et en particulier l'armée, qui constitue l'essentiel de l'appareil d'État. Les fonctions de violence, justement, les Bédouins. Et ces Bédouins, dans l'Inde moghole du XVIIe siècle, sont fondamentalement ouzbeks, c'est-à-dire turcs, iraniens, persans, ou bien afghans. Hein, voilà, c'est des loups qui sont passés au service de l'Empire, qui sont devenus des chiens-loups. Hein, voilà. Il dit de ces chiens-loups, pour être moghol, il faut être étranger. Étranger à l'Inde. Hein, iranien, ouzbek ou afghan. Hein. Étranger, musulman. Pourquoi musulman? Parce que le pouvoir est musulman. Oui, c'est ça. Parce que la majorité des Indiens ne sont pas musulmans. Donc être musulman, ça vous situe comme étranger. Et troisièmement, il faut être blanc de peau. Pourquoi faut-il être blanc de peau? Il faut être blanc de peau parce que la majorité des Indiens ne le sont pas.
Donc être blanc de peau, ça vous situe comme étranger. Donc la définition du Mogol, c'est étranger, étranger, étranger. Le pouvoir ne peut être qu'étranger. Donc voilà, une dizaine de milliers de Mamelouks, maximum, hein, d'origine turque ou caucasienne, circassienne, les fameux circassiens, les Tcherkesses, suffisent pour régner pendant 2 siècles et demi, entre 1250 et 1517, sur l'Égypte et la Syrie, c'est-à-dire entre, alors ça dépend si c'est avant ou après la peste, entre 7 et 10 millions d'habitants. Hein, ils sont moins de 10 000. Ça suffit, 1 pour 1000, ça suffit pour régner sur le pays. Mais cette violence solidaire, parce que eux ils sont et violents et solidaires bien sûr, hein, tout ce que ne sont pas les sédentaires. Cette violence solidaire des Bédouins, plongée dans la société sédentaire, s'érode, s'en va petit à petit, se corrompt. Et le processus de désarmement, de pacification de l'État, l'État est fondamentalement pacifique, je ne cesserai jamais de le dire hein, et de le répéter, ce processus de pacification s'exerce d'abord sur sa propre violence, c'est-à-dire sur ses propres Bédouins. Et donc petit à petit, les assises militaires, tribales du pouvoir se dissolvent sous l'action surtout des institutions protectrices de l'État, c'est-à-dire la police, la justice, les secours sociaux. Vous avez besoin de solidarité parce que vous avez besoin qu'on vous prête secours si vous êtes dans le besoin, si vous êtes attaqué. Mais dans une société d'État, l'État pourvoit à tout. Vous êtes attaqué, il y a un commissariat pour ça. Vous n'avez pas besoin de cousins. Hein, vous êtes attaqué par une puissance extérieure, il y a une armée pour ça. Vous n'avez pas besoin de cousins. Vous êtes dans le deuil ou dans la difficulté économique, il y a des institutions de secours pour ça. Vous n'avez pas besoin de cousins. Et donc, toutes les solidarités hein, se dissolvent dans cette société étatique qui est précisément faite pour dissoudre les solidarités. Donc il n'y a là aucune surprise, à vrai dire. La tribu disparaît donc dans le monde sédentaire, une fois qu'elle s'est établie dans le monde sédentaire, tout simplement parce qu'elle ne sert à rien. Elle disparaît parce que l'État impérial pourvoit à tout, à la sécurité, ou à toutes les sécurités si vous préférez. Donc l'histoire est un processus de déperdition qui dissout petit à petit des ethnies créatrices d'empires, des peuples créateurs d'empires, et qui en fait des populations sédentarisées, désolidarisées, indifférenciées, fiscalisées, bref, des sédentaires. Hein. Et en un siècle ou deux, ceux dont les ancêtres ont forgé l'histoire quittent l'histoire, en fait, pour rejoindre le troupeau. Une des caractéristiques zoologiques très intéressantes du mécanisme radounien, selon Gellner, en quelque sorte, si on reprend la métaphore de Gellner, c'est que les chiens-loups finissent par devenir des moutons. Alors là, je ne sais pas comment vous faites d'un point de vue, mais c'est comme ça, c'est ça hein, qui se passe en réalité. Hein. Petit à petit, les chiens-loups deviennent des moutons, hein, au fil des générations. Hein, voilà. Et donc voilà, il y a une exception à cette histoire impériale qui a dominé l'essentiel des grandes civilisations du monde, et en particulier le Moyen-Orient, l'islam, y compris l'Inde, bien entendu, l'Inde islamique, dont je vous parlais il y a un instant, l'Inde moghole, et la Chine, pendant l'essentiel de leur histoire, hein, il y a une grosse exception qui est l'Occident. L'Occident n'a pas fonctionné là-dessus, et c'est pourquoi nous avons autant de mal à comprendre la pensée de Ibn Khaldoun. Pourquoi ? Parce que l'effondrement de l'Empire romain, à partir du 5e siècle de notre ère, a supprimé l'impôt, tout simplement. Donc a supprimé le mécanisme de création des villes et a supprimé le mécanisme de mobilisation de la richesse qui est indispensable pour Ibn Khaldoun à la création de la prospérité. Le prélèvement seigneurial, parce que ce sont des seigneurs et non pas l'État qui prélèvent l'impôt, entre le 9e et le 14e siècle, donc pendant 500 ans, hein, ce prélèvement seigneurial disperse la ponction fiscale, donc interdit la naissance de la ville,
interdit la mobilisation de la richesse par l'impôt, et les conséquences sont visibles dans l'Europe du Haut Moyen-Âge. D'ailleurs, il n'y a pas de ville, tout simplement. J'exagère un peu, hein, mais il y a très peu de villes comparées à celles qui demeurent dans le monde méditerranéen, du côté islamique de la frontière de civilisation. Donc vous avez un profond recul des villes et des élites rurales, ce qui est une chose inouïe, absolument inconnue des autres civilisations. Les monastères et les châteaux. Hein, c'est-à-dire des élites qui ne résident pas dans des villes. Ce qui est une absolue bizarrerie, à de très rares exceptions près. Et donc l'Occident est exceptionnel, non pas parce qu'il aurait inventé l'État, comme le croient encore la plupart des historiens de l'Occident, mais justement parce qu'il ne l'a pas inventé. Hein, c'est-à-dire que parce qu'il l'a abandonné. C'est-à-dire que l'État romain s'est effondré dans l'Occident, alors qu'il ne s'est pas effondré, par exemple, dans le monde islamique, et qui ne s'est jamais, semble-t-il, plus ou moins, hein, il ne s'est jamais effondré en Chine. Pendant de longs siècles, l'Occident a ignoré la notion d'État, pas la notion de royauté, mais la notion d'État, ce qui n'a rien à voir, et en particulier la notion d'impôt. Et donc, paradoxalement, je saute sur plusieurs siècles, c'est précisément là où le modèle impérial romain a été le plus écarté, en Europe du Nord, hein, en Angleterre et en Hollande, que s'amorce au XVIIe, XVIIIe siècle la révolution scientifique d'abord, puis technique, puis industrielle, qui bouleverse les conditions matérielles de la vie humaine et qui suspend la théorie d'Ibn Khaldun. Il est découvert en Europe exactement au moment où sa théorie n'a plus de pertinence. C'est d'ailleurs probablement pour ça qu'il a été reçu aussi bien, parce qu'il appartenait au passé, en quelque sorte. Hein. Pourquoi ? Parce que cette nouvelle société permet peu à peu de nourrir et de soigner, donc de multiplier le nombre des hommes et de multiplier la richesse dans des proportions absolument inouïes, impensables pour un homme comme Ibn Khaldun. Je vous rappelle qu'en 250 ans, entre l'an 1800 et l'an 2050, donc nous ne sommes pas encore, c'est à un horizon proche et visible, les effectifs de l'humanité auront été multipliés par 10. Hein, la population mondiale aurait été multipliée par 10 et la richesse par au moins 50 et peut-être 100, quelque chose comme ça. On ne sait pas exactement calculer le produit national brut mondial en 1800, mais c'est de cet ordre-là, entre 50 et 100. Hein. C'est-à-dire beaucoup, beaucoup plus, aussi bien pour l'augmentation de la population que pour l'augmentation de la richesse, que dans les 5000 ans d'histoire qui ont précédé. C'est une époque complètement différente et totalement inouïe. Et surtout, cette richesse n'a pas été, pour l'essentiel, accumulée par l'impôt. Elle a été accumulée par l'innovation, elle a été accumulée par la croissance du nombre des hommes, par la croissance de l'activité des hommes. Et donc, cette loi brutale, selon Ibn Khaldun, qui faisait qu'il fallait désarmer pour lever l'impôt, qui était la seule source de la richesse, cette loi disparaît. Hein, tout simplement. La révolution scientifique et économique est aussi la base de la révolution politique, c'est-à-dire que dès la fin du XVIIIe siècle, les premières révolutions atlantiques, comme on dit, ou comme on disait il y a quelque temps, hein, aussi bien aux États-Unis qu'en France, on pourrait mettre l'Angleterre quand même avant, ces révolutions arment les peuples. C'est le point décisif, le fameux deuxième amendement de la Constitution des États-Unis, aujourd'hui discuté à cause du fait qu'il permet à tous les Américains de posséder des armes. Ce deuxième amendement, il est fondamental, évidemment, en 1789, je ne prends pas parti pour le débat d'aujourd'hui, mais en 1787, excusez-moi, au moment de la Constitution américaine, ou en 1789, au moment de la Révolution française, c'est un point décisif que le peuple peut s'armer, puisque son désarmement n'est plus la base de la prospérité. Voilà. Bon, cet armement des peuples va caractériser peu à peu tout le XIXe siècle, hein, par le biais du service militaire, qui devient obligatoire jusque dans l'Empire russe, jusque dans l'Empire ottoman,
avant, jusqu'en Espagne, si vous préférez, juste avant 1914, hein, en général dans la génération 1870-1914, et bon, avec les décolonisations, pendant très peu de temps, mais pendant un court moment, ce service militaire obligatoire, cet armement des peuples, va devenir la norme un peu partout. Voilà. Donc, en gros, Ibn Khaldoun est annulé dans les sociétés en croissance de notre monde. Mais, justement, le problème est de savoir si cette croissance va durer très longtemps. Mon exposé ne durera plus très longtemps, je terminerai là-dessus, c'est-à-dire sur ce qu'il y a, sur un possible retour d'Ibn Khaldoun dans notre monde. Hein, sur le fait qu'il n'est pas nécessairement définitivement écarté, définitivement annulé ou rendu caduc. Alors, d'abord, l'extraordinaire expansion démographique et économique qui a caractérisé les 2 derniers siècles, et encore sans doute un temps à venir, cette extraordinaire croissance tend vers une fin. Hein, évidemment, pour la raison d'abord que les ressources de notre planète sont limitées, et aussi pour la raison que, nous le savons déjà, avec un degré de probabilité qui touche à la certitude, la population mondiale va vieillir, c'est le point décisif, hein, va vieillir après 2050. 2050, c'est demain, hein, c'est dans 30 ans, dans des proportions massives. Massives, hein. Puis elle va commencer à diminuer selon les évaluations entre 2080 et 2120, disons aux alentours de l'an 2100. Hein. Je parle de la population mondiale, hein, et pas de la population européenne ou américaine, de la population du monde occidental. Le ralentissement de l'économie devrait aller tôt ou tard de pair avec ce vieillissement, c'est à peu près inévitable. Bien sûr, pour l'instant, on a encore quelques belles années devant nous. La croissance économique tend à ralentir de décennie en décennie en Europe, aux États-Unis et même désormais en Chine, mais il y a du relais, hein, il y a d'autres pays qui entrent dans la course, l'Inde, le monde musulman, demain peut-être l'Afrique noire, mais une fois achevé le rattrapage, comme on dit, des niveaux de production et des niveaux de vie des pays les plus riches, par les pays émergents, le plus probable, c'est que la croissance économique mondiale va ralentir à l'image de la croissance démographique jusqu'à toucher pratiquement zéro, hein, dans 40, 50, 60, 70 ans, on ne sait pas exactement. Ce monde vieillissant sera aussi, si les courbes de notre modernité se poursuivent, un monde sédentaire au sens d'Ibn Khaldoun, c'est-à-dire un monde urbanisé, un monde scolarisé et un monde pacifié. Nous sommes des sédentaires, c'est-à-dire nous commençons à ressembler vraiment beaucoup aux moutons selon Ibn Khaldoun. Depuis 2005-2010, d'abord, la majorité de la population mondiale vit dans des villes, hein, ce qui est une nouveauté énorme, hein, c'est évidemment la première fois dans l'histoire. Plus de 80% des enfants de moins de 13 ans dans le monde aujourd'hui sont scolarisés. Il n'y a que l'Afrique qui soit en retard. Et comme le font remarquer les optimistes, et c'est vrai, hein, les guerres n'ont jamais fait moins de victimes qu'aujourd'hui. Jamais les armées des grandes puissances n'ont compté aussi peu de soldats. Ce qui est un fait tout à fait khaldounien. Je vous rappelle le rapport entre les Mamelouks et la population égyptienne ou syrienne. C'est 1 pour 1000. Nous sommes à peu près à ce niveau. Hein, il y a 200 000 soldats à peu près en France, hein, aujourd'hui pour 66 millions d'habitants. Donc c'est plutôt 3 pour 1000 que 1 pour 1000. Mais on commence à s'en rapprocher. Hein. La guerre est devenue, aux yeux de la communauté internationale, comme on dit, ce qui est probablement le nom moderne de l'Empire, un scandale qu'il faut faire cesser au plus tôt, un scandale dont aucune bonne cause ne justifie l'existence, ni surtout l'initiative, et surtout un scandale d'autant plus étranger au monde civilisé qu'il est le fait, la guerre, de minorités de plus en plus infimes. Hein, ceux qui font la guerre, justement, sont de moins en moins nombreux, et ce sont de plus en plus des soldats de métier ou des milices de métier, si j'ose dire. Hein. En 1914 ou en 1939, à l'apogée des régimes de masse, chose
n'ose pas toujours appeler ça des régimes démocratiques. Il y avait là l'Union soviétique et l'Allemagne nazie, mais enfin, c'était des régimes de masse qui mobilisaient toute leur population en cas de guerre. La guerre était livrée donc par des peuples entiers contre des peuples entiers, dont les grands massacres, évidemment, hein, parce qu'il y avait des millions d'hommes sur les champs de bataille, des dizaines de millions d'hommes sur les champs de bataille, des grands massacres des deux guerres mondiales. Aujourd'hui, il semble entendu que écoutez la radio, hein, tous les matins, que les combattants sont des minorités, et même des minorités toujours suspectées d'être criminelles, puisque les immenses majorités, avec lesquelles votre radio sympathise spontanément, les immenses majorités sont réduites à la condition de civils sans défense, et le plus souvent en fuite. Le propre du civil, c'est qu'il est en fuite. Si je prends la guerre civile syrienne, je suis pas partie d'une guerre civile, pour 21 millions de Syriens en 2011, il n'y a probablement pas, alors je sais bien qu'ils sont nettement moins nombreux aujourd'hui, puisque un quart de la population syrienne a fui, mais il n'y a probablement pas plus aujourd'hui, parmi les Syriens, plus de 150 à 200 000 combattants. Là, dans les deux camps réunis, là où une mobilisation générale aurait donné 10 fois plus au moins. Vous prenez la guerre d'Espagne. L'Espagne, c'est 24 millions d'habitants en 1936. En 1938, il y a 1 million de combattants de chaque côté. Vous prenez la guerre civile syrienne, 21 millions d'habitants, presque comme l'Espagne de 1936, et vous avez 250 000 combattants syriens. Alors vous avez tous les étrangers de part et d'autre, hein, mais syriens, 250 000, hein, contre 2 millions en Espagne en 1938. Voilà, 10 fois moins, donc si on avait procédé à une mobilisation générale. Alors on pourrait se féliciter de cette réduction de la violence à des petites minorités, mais ce serait malheureusement oublier la théorie du Betredo. Le contraste est de plus en plus marqué entre les majorités pacifiées, que nous sommes hein, fondamentalement, et les minorités belliqueuses, le plus souvent venues des marges de la société ou des marges géographiques. Qu'il s'agisse des bandes latino-américaines, des cartels latino-américains, car c'est un phénomène universel, hein, qu'il s'agisse des délinquants des bidonvilles africains, dont on parle moins que des délinquants latino-américains, mais qui n'en sont pas moins nombreux, violents et cruels, ou qu'il s'agisse évidemment, c'est ce à quoi nous pensons spontanément, des enclaves tribales, djihadistes, par exemple de la vallée de l'Euphrate en Syrie ou en Irak. Et ce contraste entre de toutes petites minorités belliqueuses et d'immenses majorités pacifiées, ce contraste ressuscite petit à petit le clivage entre les sédentaires, c'est-à-dire les pacifiés, l'immense majorité urbanisée, scolarisée, fiscalisée, productive, qui sait faire, qui tape sur son ordinateur frénétiquement, et les Bédouins, qui tapent aussi de temps en temps sur l'ordinateur, mais qui tapent surtout sur leur Kalachnikov. Ce que ne font pas les urbanisés, qui sont toujours persuadés que le réseau social va les sauver. Voilà, donc ces Bédouins qui n'acceptent pas l'ordre urbain et qui visent à en prendre le contrôle pour piller ses richesses, hein, tout simplement, hein, c'est aussi simple que ça. Mieux même, on pourrait dire que la sédentarisation des immenses majorités, les progrès économiques, les progrès scolaires, les progrès urbains de nos pays, de tous nos pays, leur répugnance croissante à la violence, ouvre des espaces à d'infimes minorités violentes, d'infimes minorités dont la morale est toute différente, aussi solidaire, aussi guerrière, voire aussi aristocratique, que notre morale à nous est devenue individualiste, pacifique, et favorable à la démocratie, disons presque au démocratisme. Voilà, c'est assez curieux, évidemment comme conclusion, Ibn Khaldoun n'a pas analysé ces problèmes, je n'ai pas besoin de vous le dire, il n'a pas analysé tous ces problèmes que pourtant sa théorie pose, si on la conduit jusqu'au bout. C'est parce qu'il ne vivait pas, lui, dans une société démocratique. Donc, ces problèmes, pour lui, n'en étaient pas. L'idée que le pouvoir était géré et devait être géré par une soldatesque
de Turcs étrangers à la masse de la population, comme dans l'Égypte Mamelouk, par exemple, où il a fini sa vie, cette idée ne le choquait pas. C'était une idée normale. C'était l'Empire. C'est nous qu'elle choque. Notre problème, c'est que nous sommes passés, nous, par un âge démocratique, et que nous le partageons encore, cet âge démocratique. La théorie d'Ibrahim est devant nous comme celle d'Aristote l'était devant le monde médiéval, en quelque sorte. Aristote, le grec, n'avait jamais pensé, parce qu'aucun grec n'avait jamais pensé, que le monde ait pu être créé par un Dieu créateur, qu'il ait existé un Dieu créateur. Ça ne fait pas partie de la pensée grecque. Mais c'est pas grave, quand vous vivez dans un monde où personne ne croit que personne n'a l'idée que le monde ait pu être créé. Mais transférer cet enseignement d'Aristote dans une société monothéiste, qu'elle soit musulmane ou qu'elle soit chrétienne, et vous créez le scandale, évidemment. Parce que vous êtes en face d'une théorie qui vous dit naïvement, parce qu'il n'y a aucune intention mauvaise, évidemment, chez Aristote, qui a vécu avant le christianisme et avant l'islam, qui vous dit, ah ben oui, comme le monde est éternel, c'était virgule, c'est pas le plus important dans le raisonnement, c'est ce qui suit. Mais ce qu'un monothéiste, chrétien ou musulman, va voir, c'est, puisque le monde est éternel, comment ça, il est éternel? Mais non, il n'est pas éternel, il a été créé, le monde, enfin, quoi. Donc, voilà, c'est la crise, c'est le scandale. Et c'est Ebroche de Forest et la crise de la Sorbonne à la fin du XIIIe siècle, mais la crise a existé aussi bien dans le monde musulman que dans le monde chrétien. Et bien de la même façon, Ibn Khaldoun définit les rôles respectifs des sédentaires producteurs et des bédouins prédateurs et maîtres de l'État. Tous ses contemporains sont capables de le comprendre. Il n'y a aucun problème, à vrai dire, pour le comprendre. Aucun ne s'en indigne. C'est normal. C'est comme ça que les choses ont toujours fonctionné. Mais transférer cette théorie dans notre monde d'origine démocratique, enfin qui est démocratique depuis 2 siècles, et elle fait scandale, évidemment. Non seulement elle fait scandale, mais elle n'est pas comprise. Vous pouvez marteler sur le crâne des gens pendant 1 heure, comme je viens de le faire, la théorie de Khaldoun, ils ne vous comprendront pas, parce qu'ils refusent absolument de vous comprendre. Évidemment. Voilà, il n'est pas facile de résoudre ce scandale en prenant en compte ce que ce scandale porte de vérité, comme de la même façon qu'il n'était pas facile de résoudre le scandale d'Aristote en reprenant ce qu'Aristote avait de frais et d'intéressant au Moyen-Âge. Ça a été l'œuvre de Grosch dans le monde islamique et de Saint Thomas d'Aquin dans le monde chrétien. Il a fallu des siècles au total pour assimiler Aristote, mais au total de grandes choses sont sorties de ces contradictions angoissantes que posait Aristote à des sociétés qui avaient été modelées par des religions monothéistes. Nous sommes nous aussi devant des contradictions fondamentales et angoissantes, pose la Muqaddimah est un livre angoissant. En fait, pour nous, pas pour lui, mais pour nous, c'est un livre angoissant, parce que c'est génial, mais que ce génie ne nous porte pas à l'optimisme, c'est le moins qu'on puisse dire. À nous de faire en sorte que, de nouveau, de grandes choses sortent de cette lecture d'une œuvre que nous ne pouvons pas nous empêcher de penser pessimiste. Voilà. Si vous voulez poser des questions, faire des remarques. Poser des questions, voilà, je passe le micro. Sur l'un et l'autre. Moi j'ai une question. Ah. On n'a pas entendu une seule fois l'idéologie ou la religion, Oui. et donc l'islam. Alors je pose la question, quelle place occupe-t-il dans cette pensée, s'ils en occupent? Alors, quelle place occupe l'islam dans la pensée d'Ibn Khaldoun? C'est une pensée de l'État, c'est une pensée de la société,
on a dit que c'était un sociologue, pourquoi pas, hein, je veux dire, bon, évidemment, sociologue pour le XIVe siècle, ça fait étrangement anachronique. Ce qui est vrai, c'est, je vais revenir à votre question, excusez-moi, je fais simplement le point sur l'extrême originalité de sa pensée. L'extrême originalité de sa pensée, c'est une pensée politique. Vous me direz comme Machiavel, auquel on l'a parfois comparé, mais c'est une pensée politique qui fait le lien avec la société, avec l'état des forces productives, avec ce que Marx aurait appelé les rapports de production. C'est-à-dire que c'est une pensée qui fait découler le politique, comme on le fera au XIXe siècle, mais seulement au XIXe siècle en Occident, qui fait découler le politique du social. Et ça, évidemment, vous aurez beau le chercher chez Machiavel, chez Thucydide et chez quelques autres, qui sont de très grands auteurs et de très grands penseurs, historiens, vous ne le trouverez pas. Impossible. Bon. Alors, la religion, chez Ibn Khaldoun, le plus simple, et c'est tout ce que je trouve à répondre, hein, le plus simple pour ce qui concerne le rôle de la religion, c'est la da'wa. Hein, c'est-à-dire que la prise du pouvoir par des loups, par des hordes de loups, pour reprendre la métaphore que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire par des tribus marginales qui sont aux marges du territoire de l'État, ne se fait que par le rassemblement de ces tribus par une idéologie religieuse, la plupart du temps, c'est-à-dire une da'wa. Il y a en effet, mais on revient au mécanisme de l'État, il y a en effet une contradiction majeure dans cette prise de pouvoir, c'est le fait que la prise de pouvoir réclame les solidarités les plus fortes. Ce sont les solidarités qui font la différence entre les bédouins, donc les loups, et les moutons. Les moutons n'ont aucune solidarité entre eux, et ils n'en ont aucune à avoir. Les bédouins, au contraire, les loups sont fondamentalement des animaux solidaires, plus puissants, plus courageux, mais surtout plus solidaires. Or, cette solidarité n'est acquise le plus souvent dans le monde des loups, entendez, dans le monde des tribus, que dans des cercles extrêmement réduits, des clans. Des tribus de quelques centaines d'individus. Or, ces tribus de quelques centaines d'individus sont le plus souvent incapables, à cause de leur très faible nombre, de passer à l'assaut de populations sédentaires plusieurs milliers de fois supérieures en nombre. Donc, pour que les bédouins, les loups, atteignent la masse critique démographique qui leur est nécessaire pour passer à l'assaut, qu'ils atteignent un pourcentage de 1 pour 1000 ou 1% de la masse de la population sédentaire, et ça suffit. À partir du moment où ils représentent 1% de la population sédentaire, il n'y a aucun problème, ils passent à l'assaut. Et ils sont libérés. Mais pour qu'ils atteignent ce 1%, il faut qu'ils se regroupent, comme l'ont fait les tribus, parce que, évidemment, la base est là, la base historique est là, comme l'ont fait les tribus de l'Arabie au moment du passage à l'assaut des victoires, des conquêtes de l'islam. Voilà, c'est ça le rôle de la religion. Évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire d'où vient l'exemple. L'exemple vient effectivement du prophète, de l'Arabie, du temps des conquêtes, etc. Voilà, pour Ibn Khaldoun, le rôle de la religion, fondamentalement, c'est ça. Alors, plus profondément, mais ça reste totalement politique, une fois que la religion s'est étendue dans l'Empire conquis, par exemple, dans le cas de l'islam, l'entrée en islam, la conversion à l'islam de marge violente ou bédouine, leur permet d'entrer plus facilement dans le jeu de l'État, soit en devenant mercenaire de l'État, soit en s'en emparant. Par la conquête, les Almohades, les Almoravides, toutes cette sorte de choses. Les Ottomans, voilà, les Ottomans, c'est d'abord
un groupe de gazéens, des gens qui font la guerre sainte, et que la guerre sainte soude. J'ai une petite question pour Madame Balancy. Vous avez dit en fait, si j'ai bien compris bien sûr, vous avez dit qu'avec les Ottomans, plutôt que Ibn Khaldoun n'était pas bien connu pour le 16e, 17e, 17e siècle, mais quand même, et donc les Ottomans ils ont profité de cette théorie d'Ibn Khaldoun. Est-ce que vous pouvez nous dire en fait de quelle façon ils ont profité de cette théorie? Voilà, ça c'est une petite question. J'ai une question pour M. Gabriel. Alors, donc, Ibn Khaldoun, donc, il parle de l'instrument de l'État qui détruit en fait une construction tribale, donc qui, avec en fait la fondation des villes et tout ça, donc tout un processus donc, de domination, et donc avec la levée d'impôts, bien sûr, et tout ça. Mais l'État aussi, il est unificateur de la société. Et donc, pour rejoindre ce qu'avait dit en fait Madame Balancy, tout à fait en fait pour la religion, la culture, autre chose. Hein, donc, comment, chez Ibn Khaldoun, cette société, la société islamique ou autre, en fait, elle était. Donc, comment il l'a vu, comment il voit cette société, et est-ce que vraiment il y avait un enjeu, donc c'est l'enjeu de l'État, c'est de réduire un peu en fait les masses en fait, des tribus, tout ça, et les soumettre, et comment il voit globalement la société. Donc, tout État, donc il cherche à unifier, à unifier une société, donc sur tous les plans, pour mieux gérer. Quoi. Voilà. Je vous remercie. Oui, l'Empire ottoman, je ne dirais pas qu'il a profité de la pensée de Khaldoun, mais les penseurs politiques ont été interpellés par cette pensée, et au XVIIIe siècle, c'est traduit en turc. Et cette traduction est connue en Europe. Alors moi je pense qu'en effet, le centre ottoman, le centre de l'Empire ottoman, a joué un rôle important dans l'écho qu'Ibn Khaldoun a fini par avoir en Occident, en Europe. Donc il est traduit en turc, il est mentionné par Khatib Chelebi, et là les Européens essayent d'obtenir des copies et commencent à s'agiter autour de ça. Mais ça a alimenté la pensée politique. Pourquoi l'Empire ottoman connaît-il une stagnation après avoir été conquérant, par exemple? Alors, ce qui m'a étonné, que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, donc je vais le faire maintenant, c'est qu'on veut acquérir partout des copies anciennes. Et à une époque où l'imprimerie a gagné une grande partie du monde, on ne veut pas de copies récentes et on n'imprime pas. Les 7 ou 8 exemplaires de la Muqaddima qui sont à la Bibliothèque nationale de Tunisie datent de la deuxième moitié du XIXe siècle. Le plus ancien est 1847, voilà, au milieu du siècle. C'est-à-dire on continue à copier et on pense que c'est plus authentique. Il faut attendre l'édition de Boulak, plus tardive, pour que ce soit imprimé et que ça puisse donc circuler beaucoup plus largement entre les mains de quelques boulamas. Voilà. Réponse à Oui, la réponse, mais je pense que vous l'avez donnée, hein. C'est-à-dire que Ibn Khaldoun est généralement vu comme un philosophe des tribus. En fait, c'est une erreur. Hein. Les tribus ne sont qu'un moyen d'assurer la puissance de l'État, en fait. Et donc d'assurer sa meilleure gestion. Voilà, le but, c'est bien la gestion de l'État et donc la gestion du monde sédentaire, la gestion des producteurs, la gestion des moutons. Ibn Khaldoun étant lui-même un mouton, c'est à ça qu'il s'intéresse d'abord, hein. C'est-à-dire à la gestion du monde sédentaire.
Simplement, il est tout à fait persuadé que, parce qu'il n'est pas un paradoxe près, que plus le pouvoir est étranger à la masse de la population, et mieux ça marche. Vous savez qu'il dit, par exemple, dans les premières générations d'une dynastie neuve, cette dynastie neuve qui vient des confins, ne parle généralement pas la langue de la ville, de sa capitale. Hein. Mais en revanche, elle sait en assurer la défense, et elle sait en assurer la défense gratuitement, parce que les soldats, entre guillemets, de la dynastie sont tout simplement sa propre tribu. Donc une tribu et des soldats que le souverain ne paye pas. Donc puisqu'il ne paye pas son armée, et puisque l'armée est de loin, évidemment, le poste de dépense le plus important de l'État, si vous n'avez pas besoin de payer votre armée, l'impôt est léger. Et donc, la redistribution de l'impôt dans l'économie n'en est que plus rapide et plus efficace. Hein. L'argent circule, hein, beaucoup mieux que lorsque l'État, dans la fin des dynasties, n'a plus de tribu propre et donc doit lever des mercenaires. Et donc, dans ce cas, hein, il pille en général la capitale, sa propre capitale, hein, qui est en général le dernier, la dernière réserve de richesse qui lui reste, hein, dans les dernières années de son existence. Donc, plus la dynastie est sauvage, et mieux ça marche. Hein, c'est assez curieux, mais c'est comme ça. Merci, professeur, pour cette exposition. Je fais partie d'une association qui s'appelle Cri d'Union. C'est une association tunisienne. Et je trouve ce que vous avez dit, c'est très important, sauf qu'il y a une question qui m'intrigue. C'est un concept de la justice, dans l'œuvre de Moukoto. En présentant en tant que philosophe et sociologue, tout en parlant de l'unité de la nation et de la souveraineté de l'État, comme l'a mentionné Madame, la religion, la présence de la religion souvent est liée à un concept qui va avec, c'est la justice. Parce que, en vous écoutant, comme s'il n'y a que l'Empire ottoman qui a bien compris, qui a bien impliqué la théorie de Moukoto. Parce que, pour maintenir la sérénité et la prospérité de l'État, on essaie de démolir, pour la nuit, de déconstruire la tribu, mais on met en place le conseil tribal. Ça ne vient pas, il y a les chiens de loup qui sont étrangers, surtout dans l'Empire Sojoki. Les Mamelouks, les Inkichérines essentiellement. Donc tout ça, il y a le deuxième facteur, comme vous l'avez dit, c'est la religion. C'est quoi le rapport de la justice religieuse? Parce qu'on sait bien que l'Empire ottoman, elle a fonctionné sur deux volets. C'est la présence essentiellement des darwiches et des conseils religieux pour les rois, essentiellement. Voilà, merci.